Soyez les bienvenus et merci à tous les trois d'être avec nous pour ce CJ Jour le Paye 2026. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, même si tout est écrit derrière? C'est toujours sympa de vous entendre en parler. Allez, je commence. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous. Donc, Sophia Amoudia, je suis DRH France au sein du groupe H&M. Donc H&M, très rapidement, groupe suédois, un peu plus de 5000 collaborateurs en France, répartis sur 200 magasins à peu près. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Simon Kraz, je travaille pour le JPMDS, donc Net Entreprise, et je suis chef de projet sur les sujets data, entre autres celui de la transparence salariale. Bonjour à toutes et tous, je suis Eva Jalabert, je travaille à la Direction Générale du Travail et je suis sous-directrice des relations du travail. Et dans les sujets que je traite avec mes équipes, il y a notamment la transposition de la directive transparence salariale. Eh ben voilà, justement, Eva, beaucoup d'entreprises ont déjà connu l'index égalité professionnelle, mais on sent bien que cette directive va plus loin. Selon vous, qu'est-ce qui change fondamentalement dans la philosophie du texte européen, comme il a été présenté récemment? Alors oui, en effet, cette directive transparence salariale va profondément transformer le paysage législatif et réglementaire français et les pratiques et obligations que vont devoir respecter les entreprises pour l'avenir. Et alors, qu'est-ce qui change? Tout change. Déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, l'index dit PENICO, l'index de l'égalité professionnelle qui a été instauré en 2018 dans le secteur privé, va disparaître dans sa forme actuelle et sera entièrement remplacé par de nouveaux indicateurs qui vont correspondre aux 7 qui sont précisés dans la directive de 2023. Donc déjà, effectivement, cette obligation déclarative, elle est refondue en profondeur puisque l'index, c'était un ensemble d'indicateurs qui n'étaient pas que focalisés sur l'écart salarial. C'était plutôt le premier indicateur de l'index qui était sur ce sujet, alors que là, on a 7 indicateurs qui sont tous orientés sur les écarts de rémunération femmes-hommes et avec une attention portée aux résultats, notamment sur le 7e indicateur, sur les inégalités entre les hommes et les femmes, les écarts de rémunération sur les mêmes catégories socio-professionnels, enfin les catégories plutôt, au sens du principe à travail égal, salaire égal, et qu'il va falloir construire. Et donc, voilà, au-delà de ces obligations déclaratives qui ont évolué, c'est tout le système autour, justement, la construction de ces catégories qui va être un gros changement à anticiper. Et puis d'autres obligations dont on parle peut-être un peu moins, mais qui sont tout aussi importantes sur le droit à l'information des salariés et le droit à l'information des candidats. Donc c'est un ensemble de droits et obligations qui vont résulter de cette transposition. Parfait, c'est très clair, merci. Simon, quand on regarde cette directive côté reporting et indicateurs demandés, qu'est-ce qui va changer? Alors pour répondre à votre question, je vais peut-être commencer par ce qui ne va pas changer, c'est que c'est effectivement une directive qui nécessite à nouveau un travail pour les entreprises, un travail conséquent, puisqu'il y a un reporting à produire et des indicateurs à calculer. Donc même si ça vient se substituer à l'index existant, ça reste une charge de travail importante et on en a conscience. Ce qui va changer en revanche, et ça on en a déjà un peu défloré le sujet sur la précédente table ronde, c'est que on ne va pas vous demander de calculer les indicateurs, on va le faire pour vous à partir des données de la déclaration sociale nominative. 6 sur 7, c'est ça? 6 sur 7, c'est ça. Yes, merci Stéphane. Avec la DSN, donc toutes les données que vous remontez tous les mois, les données de paye qui contiennent des données sur les rémunérations et sur les contrats, on va pouvoir les utiliser pour calculer des rémunérations annuelles, des taux horaires, puisque la directive elle parle de cette notion de taux horaire. Et donc on va pouvoir effectivement calculer 6 sur 7 indicateurs. Donc c'est les 6 premiers qui seront calculés. Le 7e, effectivement, il fait intervenir, Eva le disait, la notion de catégorie de travailleurs. Cette notion-là, d'abord, elle n'est pas présente en paye, donc on ne peut pas se baser dessus ou sur la DSN pour le calculer. Et puis ensuite, c'est un indicateur qui est effectivement laissé à la main de l'entreprise qui va pouvoir ajuster ses catégories de travailleurs en fonction de son contexte. On est sur quelque chose qui peut être spécifique à l'entreprise. Donc effectivement, pour celui-là, il n'y aura pas d'automatisation. Mais 6 sur 7, c'est déjà une grande avancée par rapport à ce qu'on avait précédemment avec l'index. Et du coup, c'est un grand pas dans la logique du « dites-le nous une fois ». Merci. Sophia, dans beaucoup d'entreprises, je le disais en introduction, la rémunération est un sujet et reste un sujet extrêmement sensible, voire tabou. Du coup, comment créer plus de transparence sans créer d'anxiété, d'incompréhension? Quand vous voyez arriver cette directive, vous vous dites, oula, c'est une contrainte ou enfin une clarification d'alignement, une opportunité en tout cas? Je pense qu'on est tous assez d'accord pour se dire que c'est un peu des deux.
oui, c'est une contrainte réglementaire dans un premier temps. Maintenant, chez H&M, en tout cas, on a pris le parti de voir ça comme une opportunité. Donc, un groupe européen, l'avantage aussi d'être dans un groupe européen, c'est qu'on peut échanger avec d'autres pays membres. Et pour ne citer que, mais la Pologne, la Belgique, par exemple, ou encore la Finlande ont pas mal avancé. Et effectivement, en interne, on a déjà pris contact avec ces différents pays. On peut se nourrir aussi, finalement, des transpositions au niveau local. Et on converge tous, finalement, vers une question, c'est comment aujourd'hui on explique les rémunérations, comment on explique les salaires. Et ça va induire très certainement un travail beaucoup plus conséquent, et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter un petit peu, sur cette notion de contrainte, encore une fois, mais qui est peut-être vue comme une opportunité. Et justement, vous parliez d'anxiété. Je pense qu'avec une mauvaise préparation, oui, effectivement, ça peut être source d'anxiété, mais avec un bon niveau de préparation, je pense qu'avec la transparence, on peut très facilement parler finalement de confiance. Confiance, le mot est lâché. Derrière les 7 indicateurs, Simon, il y a un énorme chantier de données, de DSN et d'automatisation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus complexe? La donnée, la méthode, la capacité à rendre tout cela lisible pour les entreprises? Les 3, mon capitaine. Capitaine. D'abord, dans la question, il y a un sujet sur la méthodologie. Et sur ce point-là, il y a 2 sujets qu'on a dû traiter en particulier. Le premier, c'est de déterminer les assiettes de rémunération qui vont être utilisées pour constituer les différentes rémunérations et les indicateurs qui en dépendent. Sur ce sujet-là, on a dû examiner du coup les différents éléments, les rubriques de paye qui sont présents en DSN, donc il y en a 130, 140. Et à chaque fois se demander, est-ce qu'on les prend ou pas déjà pour la directive? Est-ce que pour le sujet de la transparence salariale, ce type de rémunération-là a sa place? Et si oui, est-ce que c'est plutôt du fixe ou plutôt du variable? Parce que cette directive transparence salariale, elle fait intervenir cette notion de fixe et variable qu'on comprend tous dans le sens courant, mais qui n'a pas de représentation en paye et dans la DSN, et donc du coup sur laquelle on ne pouvait pas s'appuyer initialement. Donc on a fait ce travail-là avec la DGT de travailler chacune des rubriques de paye pour déterminer si on les prenait ou pas. Et puis on s'est fait appuyer aussi de la communauté des éditeurs de logiciels de paye, pour venir challenger en fait le canevas qu'on avait fait. Donc leur aide a été précieuse et je les remercie du coup à cette occasion. Une fois qu'on a fait ça, on s'est également appuyé sur un élément, un agrégat de paye, qui est la rémunération brute sécurité sociale, dite aussi la rémunération déplafonnée ou non plafonnée. Cet élément en paye, en DSN, c'est peut-être l'élément le plus fiable qu'on nous remonte, et donc du coup on voulait impérativement s'appuyer dessus. Néanmoins, il a fallu travailler un petit peu parce qu'il ne reflétait pas ce qu'on a besoin de travailler dans la transparence salariale. Donc on est parti de cet élément-là, de cet agrégat de paye, la rémunération brute, sécurité sociale. Et par-dessus, on est venu ajouter les éléments qui n'en font pas partie, mais qui sont tout de même à prendre en considération pour le sujet de la transparence salariale. Donc on est venu empiler des rubriques de paye supplémentaires. Et puis, dans une moindre mesure, on est aussi venu retirer certains éléments qui font partie de cette rémunération brute, sécurité sociale, mais qui ne sont pas à prendre en compte, eux, pour le sujet de la transparence salariale. Donc il y a un jeu, on a une base, on ajoute des éléments, on vient retirer. Donc ça, c'était le premier point en termes de méthodologie sur lesquels on a travaillé courant l'année dernière. Et le second point, c'est le sujet du taux horaire, puisque la transparence salariale, ça demande de calculer des rémunérations annuelles, donc ça c'est relativement facile, mais aussi des rémunérations en taux horaire. Et ça, alors ça peut paraître facile, mais en réalité, pour les gens qui connaissent un peu le sujet et qui ont déjà dû faire le travail, c'est assez complexe, déjà de le faire au niveau d'une entreprise, mais encore plus de le faire pour avoir des règles qui vont fonctionner pour l'ensemble des entreprises qui sont en France. Donc pour ce sujet-là, on s'est retourné vers les acteurs de l'administration qui maîtrisent le plus ce sujet, à savoir l'INSEE, l'URSSAF et la DARES, qui eux-mêmes effectuent des calculs de taux horaire ou de rémunération en équivalent temps plein et qui font des publications autour de ça. Donc on a travaillé avec eux, on a mis en place un groupe de travail l'année dernière pour aboutir à définir la meilleure méthodologie possible adaptée au contexte du sujet de la transparence salariale. Donc ça, c'était sur le sujet de la méthodologie, et dans la question, il y avait aussi un point sur la lisibilité derrière, comment rendre ça lisible pour les entreprises. Donc ça, pour le coup, c'est un sujet qui est devant nous, sur lequel on va travailler, et on va aussi bénéficier de l'appui des éditeurs de logiciels de paye qui vont à nouveau challenger les propositions qu'on va faire. Donc ça, on va commencer là un petit peu avant l'été, et on devrait finaliser les productions du coup pour la rentrée.
Parfait, merci. Il y a évidemment un point qui cristallise beaucoup d'attention, et c'est rien de le dire, le fameux seuil de 5%. Eva, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la logique qu'il y a derrière ce mécanisme d'évolution ? Oui, tout à fait. Alors le 5%, c'est sur le 7e indicateur, donc celui qui n'est pas automatisé dont on parlait tout à l'heure. C'est effectivement le cœur du dispositif tel que prévu par la directive, puisque la directive, ce qui est parfois pas facile à comprendre, c'est que ce qu'elle vient viser, c'est en réalité d'identifier la part qui peut être discriminante entre les hommes et les femmes. Donc à travail égal, vraiment, quelle est la part résiduelle qu'on sait ou pas expliquer. Et donc, le mécanisme en fait mis en place par la directive, c'est que dès lors qu'une entreprise va déclarer ses indicateurs et que pour le 7e, il y a une ou plusieurs catégories qui sera concernées par des écarts égaux ou supérieurs à 5%, alors il va falloir décortiquer ces écarts-là. Et donc, alors ça, c'est dans les... Égaux ou supérieurs ? Égaux et supérieurs, tout à fait. Égaux ou supérieurs à 5%. Et donc, là, justement, c'est dans les réflexions et les travaux qui sont en cours, puisque, effectivement, je pense qu'on en parlera après, mais sur où est-ce qu'on en est des travaux de la transposition, il y a encore des arbitrages qui sont devant nous et un examen parlementaire qui pourrait faire évoluer les choses. Mais pour le moment, on choisit, côté français, de transposer un processus en laissant plusieurs options à l'entreprise. Dès lors qu'il y aura ces écarts-là sur le 7e, elle pourra choisir d'aller directement vers ce qu'on appelle l'évaluation conjointe, c'est les termes employés par la directive, c'est-à-dire en réalité un diagnostic approfondi suivi de mesures pour remédier à ces écarts, mesures qui peuvent être prises par accord ou à défaut un plan d'action. Donc elle peut choisir d'y aller directement en se disant c'est pas dans l'évaluation conjointe que de toute manière je vais décortiquer ces écarts et essayer de les expliquer ou de m'attaquer à ces écarts pour que effectivement ils soient supprimés dès lors qu'ils étaient discriminants et non justifiés. Elle peut aussi choisir d'aller directement justifier ces écarts. Donc, par exemple, sur une catégorie A, on a un écart de 7% qui apparaît entre les femmes et les hommes. L'entreprise se dit il est pleinement justifié. J'ai tel critère qui permettent de le justifier, donc tel critère à tant de pourcents, tel critère à tant de pourcents, et donc l'intégralité de mon écart, vous voyez, il est justifié par des raisons objectives et non sexistes. Et ça, elle doit le faire quand même en prenant l'avis de son CSE, voilà, lorsqu'il existe, bien évidemment. Et une dernière option qui s'ouvre à l'entreprise, elle est expressément prévue par la directive, c'est de laisser 6 mois à cette entreprise pour prendre des actions correctrices. Et avant ces 6 mois, faire repasser ces écarts inférieurs à 5%. Donc voilà pourquoi il est important ce seuil de 5%, c'est ce qui détermine le fait qu'ensuite il y ait des nouvelles obligations qui soient applicables à l'entreprise pour aller plus loin dans le diagnostic et pour prendre des mesures pour remédier à ces écarts. Merci pour toutes ces précisions, Eva. Quand un écart apparaît, justement, tout l'enjeu derrière, c'est aussi de pouvoir, donc, vous le disiez, objectiver, expliquer, documenter. On est bien d'accord que là, on est tous, on va dire, logés à la même enseigne. C'est la même méthodologie pour tout le monde. Là, en effet, c'est la même méthodologie pour tout le monde, notamment si on se passe par rapport à ce qu'on avait précédemment avec l'index, où certes, on avait un texte qui définissait les différents indicateurs. Néanmoins, il y avait une marge de manœuvre qui était laissée aux entreprises. Alors cette marge de manœuvre, on peut l'avoir de 2 façons différentes, soit en se disant que c'était plutôt une bonne chose, parce que ça permettait d'avoir une certaine latitude pour s'adapter, pour que chaque entreprise vienne s'adapter à son contexte qui peut être très particulier. Après, le fait d'avoir des méthodologies différentes, ça laissait aussi une comparaison plus difficile à réaliser. Et du coup, ça laissait aussi la possibilité aux entreprises de trouver finalement la meilleure version, on va dire, de l'indicateur, celle qui était la plus favorable pour avoir la meilleure note au final sur l'index. Donc là, on n'est plus sur ce système-là, en tout cas sur les 6 premiers indicateurs. Du coup, on aura une méthodologie strictement identique pour toutes les entreprises. Je le vois quelque chose d'extrêmement positif aussi pour les entreprises qui vont pouvoir réellement se comparer en fait et mettre du sens dans cette comparaison, ce qui était quand même plus délicat précédemment. Mais effectivement, on peut aussi se dire qu'avec cette transparence salariale, on ne triche plus sur le calcul des 6 premiers indicateurs. On ne triche plus, j'aime bien ce mot. Et justement, avec cette nouvelle directive, Sophia, j'imagine que cela doit changer, commencer en tout cas
à changer la manière de préparer le dialogue social. Oui, profondément, effectivement. Alors, ça va nous demander un petit peu d'effort, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a des temps forts de discussion quand on se parle de rémunération. Et donc, je citerai le calendrier social avec finalement des discussions très globales, finalement, sur les systèmes de rémunération. Et on constate, en tout cas en entreprise, quand on se parle de rémunération, que très souvent on glisse sur le terrain, soit de l'individuel, du flou, et finalement ça cristallise parfois des tensions de la compréhension, voire de la méfiance. Et finalement, demain, en se projetant sur des critères plus objectifs, et effectivement, Simon et Eva ont bien expliqué l'objectivité en tout cas recherchée dans cette directive, finalement, on va avoir un socle commun. Et je vois ça comme une opportunité d'élever, finalement, le dialogue social en interne, de le rendre plus qualitatif. Donc, en fait, on va converger vers des discussions beaucoup plus factuelles et moins empreintes, finalement, d'émotions ou de subjectivité. Très bien. Il y a aussi également, Eva, l'obligation d'afficher une fourchette de rémunération dans les offres d'emploi. Pourquoi ce sujet est-il si important ? Alors en fait, ce que prévoit la directive précisément, c'est effectivement que le candidat dispose d'une information éclairée et transparente pour l'aider à avoir toutes les informations en amont de son entretien d'embauche et de son éventuel recrutement. Et donc, effectivement, elle impose qu'il y ait des informations qui soient communiquées aux candidats. Ces informations, c'est une rémunération ou une fourchette de rémunération initiale et également les dispositions pertinentes des conventions collectives qui s'appliquent pour déterminer la rémunération sur le poste concerné. Et donc, c'est pas nécessairement par la fiche de poste. La directive prévoit que c'est par exemple par la fiche de poste. Mais pour l'heure, effectivement, le gouvernement souhaite que ce soit mis dans les fiches de poste lorsqu'il y a des fiches de poste, parce qu'il n'y en a pas toujours pour toutes les offres d'emploi. Mais dès lors qu'il y a une offre d'emploi, elle va devoir comporter une fourchette de rémunération initiale, donc un minimum et un maximum, sans aller fixer l'amplitude, mais il faut bien donner ce nouvel élément d'information, et puis donner aussi les dispositions conventionnelles applicables et pertinentes. Quand c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de fiche de poste, il faut communiquer ces informations en amont ou lors de l'entretien. Voilà. Donc ça va être effectivement une nouvelle obligation, parce qu'aujourd'hui, dans le Code du travail, il y a des obligations qui s'appliquent à ce qui doit figurer ou pas dans des offres d'emploi. Mais ça n'y était pas. Voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir éclairer les candidats et qu'ils puissent effectivement anticiper et les aider dans leurs négociations. Évidemment, la directive, elle le conçoit dans une logique où les hommes et les femmes n'ont pas forcément la même égalité d'armes pour aller négocier leur rémunération au moment de leur entretien. Et donc, effectivement, c'est de pouvoir aiguiller, donner la même information à tous au moment où c'est encore pertinent et qu'on peut négocier vis-à-vis de son futur employeur. Et on parle beaucoup de la fourchette de rémunération, mais quand même, il y a aussi tout ce travail qui sera à faire sur l'identification des dispositions conventionnelles pertinentes, parce qu'il ne faut pas non plus que ça fasse un catalogue de 20 pages en copiant-collant toutes les dispositions conventionnelles, ce n'est pas le but. Mais donc, il faut trouver le bon équilibre et sans doute qu'il y a un rôle des branches à jouer, puisqu'il y a beaucoup de dispositions conventionnelles qui viennent des branches, donc il va falloir aussi qu'il y ait un travail pour aider les entreprises à avoir le bon format de ce qu'il faut mettre dans la fiche de poste. En tout cas, c'est très clair. Ce que l'on comprend, c'est que derrière, au niveau entreprise, ça change, j'imagine, déjà la manière de recruter, en tout cas de structurer ou restructurer la politique salariale. Oui, effectivement. Je pense que ça sera en tout cas l'impact le plus visible, puisque aujourd'hui, les candidats auront directement accès à cette information. Et Eva le disait très justement, réduire aussi les inéquités dès l'embauche finalement, et de ne pas avoir à compenser finalement cet écart éventuel, puisque certains sont peut-être plus forts au moment de la négociation et de l'embauche. Et ça apporte aussi un autre éclairage, en tout cas c'est d'autres considérations qu'on prend en compte dans l'organisation, puisque le candidat aujourd'hui va avoir accès à cette information.
Il va être pleinement aujourd'hui informé finalement au moment du process de recrutement. Et finalement, ça induit aussi un marché du travail qui risque d'évoluer. Et les entreprises devront se poser d'autres questions, notamment sur l'attractivité, les autres conditions de rémunération, la structure de grille, les possibilités d'évolution. Enfin, vous voyez, c'est quand même un sujet qui transcende la simple question finalement de la rémunération, mais qui va appeler en tout cas à d'autres réflexions beaucoup plus profondes sur non pas que la structure de rémunération, mais plus globalement l'attractivité et l'employabilité des organisations. Il y a bien effectivement le salaire, mais pas que. Mais pas que. D'accord. On arrive à première conclusion, on va dire, cette première partie. Si vous deviez donner aujourd'hui un premier conseil aux entreprises qui nous écoutent pour bien se préparer, qu'est-ce que vous diriez? Vous avez 1 heure. Alors effectivement, on a conscience du côté du ministère du Travail que ce qui n'est pas simple pour les entreprises, c'est qu'alors déjà, effectivement, il y a quand même beaucoup de nouvelles obligations qui vont devoir être mises en place dans un laps de temps finalement assez court. Et ce n'est pas si simple, effectivement, vu le manque de signaux sur quand est-ce que voilà, ces obligations seront vraiment applicables et transposées en France, n'est pas si simple d'ancrer et d'anticiper en fait ces changements. Mais pour autant, voilà, la directive, elle est là, elle existe. Sa date limite de transposition a été fixée au 7 juin. Donc voilà, quand bien même effectivement ce ne serait pas effectif pareil, juin, c'est quand même un horizon certain. Donc il faut s'y préparer. Et effectivement, le premier défi, ça va être la construction de ces catégories qui rassemblent des travailleurs qui exercent un même emploi ou un emploi de même valeur. Voilà. Certes, aujourd'hui, c'est pas une notion totalement étrangère à notre droit, puisque normalement les classifications étaient déjà censées respecter ce principe de à travail égal, salaire égal, et ce principe était inscrit dans le Code du travail. Mais effectivement, il va falloir quand même définir ces catégories en intégrant aussi les nouveaux critères qui sont précisés dans la directive et qui n'étaient pas dans notre droit national, en l'occurrence les compétences non techniques et les conditions de travail. Et donc, voilà, chacun a un rôle à jouer, les branches aussi ont un rôle à jouer et peuvent jouer ce rôle pour aider les entreprises à s'y préparer. Mais le conseil que je donne aux entreprises, c'est qu'effectivement, voilà, il faut vraiment que ça devienne, mais bon, on le voit, c'est déjà le cas, il faut que ça devienne un élément de dialogue social, que ce soit anticipé dans la charge à venir en 2027. Et c'est pas seulement pour aller déclarer les nouveaux indicateurs, c'est de manière plus rapide, même pour ce droit à l'information, et puis des candidats et des salariés. Donc voilà, les conseils, c'est plutôt ça, c'est que c'est un horizon certain, donc il faut commencer à s'approprier ces obligations. Parfait. Et évidemment, je disais, même si peut-être que ça va se préciser dans les mois à venir, le ministère du Travail sera pleinement là pour accompagner et diffuser voilà, les outils qui vont bien faire de la pédagogie. Et donc on parle d'outils, donc Simon? Je vais répondre sur mon périmètre, effectivement, concernant les préconisations. Et je vais enfoncer une porte ouverte, mais à partir du moment où les premiers indicateurs, les 6 premiers, sont calculés à partir des données qui sont contenues dans la DSN, si vous voulez avoir des indicateurs de qualité, il faut que vous ayez une DSN de qualité également. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus précis que ça, néanmoins. Évidemment que toutes les données qui concernent les contrats et les rémunérations sont importantes. Mais pour affiner un petit peu, je vais peut-être citer 2 points. Le premier, c'est les quotités de travail. Donc les quotités de chaque contrat, les quotités catégories, les unités de mesure qui sont liées à ces quotités. Le fait d'avoir en tête qu'une DSN, c'est mensuel, et que donc quand on déclare une quotité en heures, ça doit être autour de 151 et pas autour de 35. 35, c'est pour une semaine, c'est pas pour un mois. C'est ce genre de choses qu'il faut bien vérifier. Donc ça, c'est un point relativement simple. Vous voyez, dans ce que je dis que c'est assez basique, mais c'est un point à vérifier. Et puis le deuxième point sur lequel j'attire votre attention, c'est sur certains événements un peu particuliers des contrats qui surviennent dans la vie du contrat, qui sont les suspensions de contrat ou plus généralement les arrêts de travail, les arrêts maladie, etc. Ces éléments-là, ils sont aussi pris en compte dans le calcul des indicateurs, donc il faut qu'ils soient justes. Et j'attire en particulier votre attention sur le moment où ces éléments ils sont redéclarés sur plusieurs mois consécutifs ou pas d'ailleurs,
mais suite à des suspensions, suite à des prolongations d'arrêt maladie ou de suspension, faites bien attention aux dates de début, aux dates de fin prévisionnelle, aux dates de reprise. C'est pas si simple que ça dans ce cas-là. Donc référez-vous si nécessaire aux fiches consignes pour s'assurer que les déclarations sont faites de façon conforme. Et effectivement, ces éléments-là, y compris les arrêts de travail, les suspensions, seront pris en compte dans le calcul des indicateurs. Donc il faut que ce soit juste pour avoir derrière des indicateurs qui seront corrects. Et puis, je vais peut-être donner un deuxième point sur le sujet des... C'est le quatrième là déjà, Alors, on y va sur le quatrième, puis j'en aurai peut-être un cinquième. Juste en termes de préconisation, je voulais mettre un peu en lumière, il y a, sur le portail Net Entreprise, il y a un service qui permet de vous comparer en termes d'indicateurs RH. Ça s'appelle Indicateur Entreprise, et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment complémentaire avec le sujet de la transparence salariale, où pour le coup, on a une périodicité qui va être annuelle. Là, vous pouvez tous les mois aller vous connecter, regarder les indicateurs, notamment autour de la rémunération, donc pour faire le pendant avec la transparence salariale. Et sur le sujet de la rémunération, voir les rémunérations de votre entreprise qui sont calculées pour les hommes, pour les femmes, avec les données de la DSN. Donc ça fait déjà une première approche en fait de tiens, si on prend strictement les données de ma DSN, qu'est-ce que ça donne en termes de rémunération ? Et puis vous avez une comparaison par rapport à des entreprises qui vous ressemblent, de votre secteur d'activité, de votre taille, etc. Donc ça peut vous permettre de vous préparer aussi sur le sujet de la transparence salariale, d'aller regarder régulièrement, mensuellement ces indicateurs-là. Ça peut faire une première approche et donc complémentaire avec le sujet de la transparence salariale. En tout cas, ça permet d'avoir une idée de comment ça peut fonctionner si on y met telle ou telle donnée. Merci. Sophia. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais la préparation est clé. Finalement, en entreprise, on se pose beaucoup de questions, effectivement, autour de cette directive, comme on peut l'imaginer. Mais effectivement, est-ce que nos managers aujourd'hui sont suffisamment formés ? Est-ce qu'on a des écarts de rémunération déjà existants ? Est-ce qu'on a bien défini ces fameuses catégories professionnelles ? Voilà, donc c'est plutôt finalement une vision. En tout cas, ça nous donnera une idée de la maturité RH au sein de notre organisation. Et donc, voilà, je ne peux qu'abonder dans ce sens. Ça va nous nécessiter en tout cas d'être préparés, pleinement préparés. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, pour cette table ronde, on a fait un peu différemment. On est allé chercher, on est allé glaner, si je puis dire, quelques questions avant de mettre en place cette table ronde. Et certaines questions reviennent systématiquement dès qu'on parle évidemment du sujet qui nous importe là, qui est la transparence salariale. Je vous la pose, la première. Elle est pour vous d'ailleurs, Eva. Quand les entreprises pourront-elles avoir une vision plus claire des échéances parlementaires et réglementaires ? Il y a un moment, il y a une question qui a été dite tout à l'heure. Elle est là, ça tombe bien. Alors, c'est une excellente question. On sait qu'il y a de fortes attentes. Alors, à la fois une crainte que ça arrive et en même temps, voilà, une impatience de connaître les règles finalement. Parce que pour les anticiper, comme je le disais tout à l'heure, et puis en plus on appelle à ça, il faut quand même que les règles soient clairement définies, stabilisées et voilà, ne soient pas amenées à évoluer. Et c'est important aussi dans le travail qu'on est en train de faire. Ceci étant dit, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que le délai limite de transposition s'était fixé au 7 juin 2026 par la directive. Il y a des concertations qui sont encore en cours avec les partenaires sociaux au niveau national et interprofessionnel parce que ce n'est pas un sujet facile et qu'il y a des attentes très fortes de chaque côté qui parfois ne convergent pas totalement comme vous pouvez vous en douter. Donc effectivement cet atterrissage n'est pas encore pleinement terminé et c'est ce qui fait que voilà, le gouvernement est en train d'élaborer un projet de loi qui à la fin de ces concertations devront être soumis à consultation et enfin déposés au Parlement pour l'examen parlementaire. Et ça, voilà, je ne peux pas vous dire quand ce sera précisément, mais en tout cas, évidemment, c'est quand même une priorité qu'on puisse transposer au plus proche de l'échéance et puis d'aller rapidement, effectivement, lever le voile sur quelles vont être vraiment les règles applicables et comment est-ce que les entreprises vont s'y préparer. Et surtout qu'à l'issue de ce travail législatif, il y a aussi des textes réglementaires qui vont devoir être pris, mais ça, effectivement, ce sera dans la foulée. Voilà, le ministère sera pleinement préparé pour que ça sorte vite, entre guillemets, et que tout le monde ancre rapidement son horizon d'attente. Donc voilà, je ne peux pas vous répondre plus précisément, mais je reprendrai juste les termes du ministre du Travail, voilà, qui est que une transposition d'ici la fin d'année 2026 semble encore possible. Donc voilà. Ça fait, merci, il y a une question qui fait un peu écho à ce que vous venez de dire. Eva, il y a donc une montée en charge progressive des obligations des employeurs aussi.
Alors, je ne sais pas si on peut les qualifier de progressives, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il va y avoir des dispositions qui vont entrer en vigueur dès la promulgation de la loi. Voilà. C'est notamment le cas des dispositions en matière de transparence pour les candidats. Voilà. Après, il y a des dispositions qui vont rentrer en vigueur dès lors que les textes réglementaires d'application seront pris. Et c'est par exemple le cas sur le droit à l'information, sur les modalités sur des indicateurs, parce que effectivement tout ne sera pas cranté au niveau de la loi. Il y a des modalités précises qui, elles, sont envoyées en décret. Donc ça, ce sera effectivement dès lors que les textes réglementaires seront pris. Et ensuite, il y a d'autres obligations où il y a un délai supplémentaire qui sera laissé justement pour favoriser le dialogue social. Ce sera le cas pour la définition des catégories et donc le droit à l'information, puisque le droit à l'information est vraiment intimement lié à ces constructions de catégories. Et puis, sur les premières déclarations d'indicateurs, effectivement, ce sera pas dès la publication de la loi, puisque la première déclaration doit se faire pour les entreprises à partir d'une certaine taille dès 2027, mais dès lors qu'elles sont inférieures à 150 salariés, c'est ce qui est prévu dans la directive, il y a un petit peu plus de délai pour la première déclaration. Donc voilà, je ne peux pas vous dire encore avec certitude à quelle date ce sera, mais effectivement, ce sera plutôt progressif aussi en fonction de la taille des entreprises. Alors nous savons que le JPMDS calculera et remettra aux employeurs les 6 premiers indicateurs. Pouvez-vous nous confirmer quand et comment et quand le saurons-nous? 3 questions en une. Ouais, je vais surtout faire l'analogie que je fais souvent avec la déclaration des impôts sur le revenu. En fait, le principe est le même, c'est-à-dire que les indicateurs, comme la déclaration des impôts, est précalculée avec les données que vous avez fournies, donc avec les données de la DSN. De la même façon, elles seront affichées sur un portail, donc EGAPRO finalement, qui va évoluer pour accueillir la transparence salariale. Vous aurez alors, comme pour les impôts, un délai à avoir de façon précise, mais probablement à peu près le même que pour les impôts, 2 mois, 2 mois et demi, ça sera de cet ordre de grandeur-là. Ces délais vous permettra de consulter vos indicateurs et de les valider, ou si besoin, de les rectifier en justifiant dûment l'objet de la rectification. Donc voilà, on est sur la même mécanique et à partir du moment où effectivement on connaîtra les échéances à venir, vous aurez à partir de la publication des indicateurs 2 mois, 2 mois et demi à peu près pour les prendre en compte et les valider. Merci. Les catégories d'emploi de valeur égale seront définies dans l'entreprise. C'est une question pour vous, Eva, encore. J'en ai une ou deux pour vous, Sophia, vous inquiétez pas. Sans entrer dans un cadre trop rigide, est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères méthodologiques pour aider les entreprises à construire ces catégories ? Alors, petite précision, effectivement, le schéma de construction de ces catégories n'est pas encore totalement arrêté, mais évidemment, il y aura une place prééminente pour que ce soit défini au niveau de l'entreprise. Pour autant, ça pourrait aussi faire intervenir les branches. Voilà. Et donc, ça reste encore à voir dans les équilibres avec les partenaires sociaux, mais potentiellement, effectivement, ça pourrait être défini par accord au niveau de l'entreprise. Et si jamais il n'y a pas d'accord au niveau de l'entreprise, mais qu'il y en a un au niveau de la branche de rattachement de l'entreprise, ça pourrait être l'accord de branche dans la définition des catégories qui pourrait valoir. Et à défaut de tout ça, une déclaration unilatérale pour que l'entreprise définisse des catégories. Mais vous avez raison, on va quand même se concentrer sur la première modalité, celle que effectivement les entreprises devront rechercher, c'est-à-dire l'accord d'entreprise, puisque plus c'est négocié, plus il y a des chances qu'ensuite ce soit consensuel aussi sur l'objectivation des écarts. Parce que évidemment, ça va être plus difficile de justifier et d'objectiver des écarts si on n'est même pas d'accord avec ses partenaires sociaux en interne sur la construction des catégories. Donc, si on se concentre effectivement sur cet accord d'entreprise et les marges de manœuvre qu'a l'entreprise pour les définir, eh bien, évidemment, ça nécessite effectivement une maturité RH, comme ça a été dit, de bien connaître effectivement sa structuration en interne.
de mesurer en avance pour faire tourner le modèle et voir quelles pourraient être les conséquences. Et sur l'outillage, en réalité, c'est vrai que c'est pour ça qu'on compte aussi sur le niveau de notre entreprise, c'est les mieux placés aussi pour connaître les catégories qui accomplissent vraiment un travail de même valeur. Mais pour autant, dans les outils, déjà, on peut quand même s'inspirer des méthodes qui sont mises en place au niveau des branches sur les classifications. Parce qu'en réalité, c'est quand même un peu la même manière de les définir. Et dans un monde idéal, les classifications, ce serait aussi ces catégories au sens effectivement du principe à travail égal, salaire égal de la directive. Donc déjà, regardez les ressources existantes sur les classifications. Le ministère du Travail en 2024 a sorti un guide à destination des négociateurs de branches, mais bon, c'est les mêmes principes, sur les classifications, où on anticipait déjà la directive. Et puis, au-delà de ces outils qui existent déjà sur les classifications, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes a sorti en mars un toolkit pour la construction de ces catégories. Il est très précis, il est adapté aux différentes tailles d'entreprises et effectivement, il se fonde sur les critères qui sont mentionnés par la directive. Donc là, j'invite les entreprises qui veulent déjà d'avoir de l'outillage sur la construction des catégories à aller regarder ces ressources déjà disponibles. Alors justement, quand on entend toute cette mise en place là, qui commence à prendre forme, les catégories d'emploi de valeur égale, on sent que cela peut devenir un vrai chantier d'organisation interne au sein d'une entreprise. Ça rebat complètement les cartes ou pas ou... Alors oui, c'est un chantier. Après, ça va être un chantier utile. Et Eva le disait très justement, on a déjà aujourd'hui des fondamentaux. Donc fort heureusement, on peut s'appuyer sur ce qui existe déjà au niveau des branches, au niveau de l'entreprise. Mais ça va nous amener aussi à nous reposer peut-être des questions sur ces notions de compétences, de qualification. Finalement, comment on arrive aussi à comparer des métiers différents de façon objective, de façon claire. Voilà, donc on ne part pas non plus d'une feuille blanche, mais comme j'ai déjà dit, effectivement, ça va mobiliser, en tout cas en interne, je pense, pas mal de corps de métier au niveau des fonctions RH. Question à propos du 7e indicateur. 2 points, ouvrez les guillemets. Le calcul du 7e indicateur, les entreprises devront-elles reprendre exactement les mêmes méthodologies que celles utilisées pour les 6 premiers indicateurs? Oui, non. Est-ce qu'un guide méthodologique sera prévu? Oui, non. C'est pour moi. A priori, oui. Enfin, c'est pas moi qui vais répondre, de toute façon. La réponse, c'est oui. Alors, à laquelle? La réponse à la première question. Donc, à savoir, est-ce que... quel écart de méthodologie, finalement, entre le 7e et les autres? L'orientation, alors je parle sur le contrôle d'Eva, du coup. N'hésite pas à me corriger ou à compléter si besoin. Mais l'orientation, c'est bien que le 7e, il soit calculé en reprenant les mêmes grands principes que les autres, notamment en termes d'assiette de rémunération, qu'on puisse s'appuyer sur les mêmes éléments pour avoir quelque chose de simple et d'homogène. Après tout ça, effectivement, Eva l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des réserves suite au passage du projet de transposition devant le Parlement. Mais en tout cas, à date, c'est l'orientation qui est prise par le ministère du Travail pour avoir quelque chose de simple, d'homogène, donc d'avoir, oui, la même philosophie. Et par rapport aux outils, du coup, je renvoie à la réponse qu'avait faite Eva sur les différents toolkits qui existent. Ça sera globalement ça, les outils pédagogiques. Parfait. Concernant le droit individuel Eva, à l'information, les entreprises doivent-elles se préparer à répondre de manière personnalisée aux salariés qui demanderaient des explications sur leur situation de rémunération? Alors la réponse est oui. C'est effectivement un droit individuel à l'information. La directive, elle prévoit effectivement que dès lors qu'un salarié en fait la demande, l'employeur doit répondre pour lui communiquer la rémunération individuelle de ce salarié. Et donc c'est en retenant les mêmes niveaux que ceux qui sont définis par la directive et utilisables pour les déclarations d'indicateurs. Donc c'est répondre sur l'annuel brut et répondre aussi sur l'horaire. Donc lui donner à lui ou à elle son niveau individuel de rémunération et puis donner aussi les niveaux de rémunération moyens ventilés par sexe dans la catégorie à laquelle le salarié appartient.
Donc c'est forcément individuel puisque voilà, on ne peut pas faire une information globale. Ça, à la rigueur, c'est une autre obligation de la directive, celle sur le fait d'afficher et de rendre transparent les modalités de progression salariale au sein de l'entreprise, les modalités effectivement de classification, d'évolution de la rémunération, etc. Mais en tout cas, sur le droit à l'individuel et à l'information, ça nécessite bien une réponse individuelle aux salariés qui le demandent. Et c'est sur les données, les mêmes en fait, en réalité, que celles qui seront déclarées. C'est sur l'année civile précédente. Alors évidemment, ça c'est en cours justement, ce sera dans le travail réglementaire qui sera à définir. Il faut voir effectivement si par exemple un salarié qui est arrivé en cours d'année et qui n'avait donc pas de rémunération sur l'année d'avant, on lui communiquera, je pense, sa rémunération individuelle projetée. En tout cas, il y a plein de modalités qui sont un peu à discuter pour ces cas particuliers, mais la règle générale, c'est d'avoir son niveau individuel et les niveaux sur l'année civile antérieure, donc la même année que celle sur la déclaration des indicateurs. Voilà, et c'est bien une réponse individuelle. Parfait, merci. Dernière question pour vous, Sophia. Ça sous-entend qu'il faudra aussi préparer les managers dans leur communication et leurs explications des politiques de rémunération aux salariés. Oui, tout à fait. Et c'est clairement le point le plus critique, en tout cas selon moi. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on parle de rémunération, très souvent, on va voir qui ? Son manager, quand on veut parler d'évolution de rémunération. Et aujourd'hui, alors je peux concevoir que certains managers ne sont pas forcément très à l'aise pour répondre à ces questions. Voilà. Sauf que demain, on va attendre d'eux d'être non pas juste des relais d'information, mais d'incarner vraiment cette politique, d'être le relais de cette question d'équité. Voilà, donc on a déjà commencé à préparer, par exemple chez H&M, des modules de formation, de développement pour accompagner ces managers. On a enrichi notre système d'information RH pour aussi donner des informations plus, alors peut-être pas tout à fait à donner des informations. La directive prévoira in fine, mais en tout cas on commence. Tous les autres éléments de rémunération annuelle projetée par exemple, et tous les autres éléments de rémunération, on met en place des benchmarks, comparer les niveaux de rémunération de ces équipes pour petit à petit en tout cas asseoir une certaine crédibilité de la part du manager, lui redonner confiance et lui donner des outils pour pouvoir communiquer de façon cohérente, rassurante aussi avec les collaborateurs sur cette question épineuse de la rémunération. Parfait. Finalement, ce que l'on retient au niveau de la transparence salariale, c'est que ce n'est pas finalement qu'un sujet réglementaire, puisque ça regroupe les notions de confiance, vous le disiez tout à l'heure, de qualité de la donnée, de dialogue social, de management, bref, de culture d'entreprise. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir à nouveau Eva, Sophia et Simon. Merci à tous les trois, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous en prie.